Chers militants, chers sympathisants, chers amis, bonsoir à vous et merci d'être venus aussi nombreux pour ce deuxième cercle Pierre Debré qui est animé aujourd'hui par Germain Philippe. Germain Philippe, bonsoir. Vous allez nous parler ce soir de 120 ans d'Action française. 120 ans, ça va plutôt bien conservé, ça va, c'est pas mal. Je pense qu'on va tenir tout le long de la conférence comme ça. Avant d'aborder évidemment et de présenter notre conférencier Germain Philippe, juste une toute petite digression. Avec notre amie Dominique Serrel, qui va devenir bientôt l'une des marraines de notre cercle Pierre Debré, qui est publiée aujourd'hui dans la Nouvelle Revue Universelle. La Nouvelle Revue Universelle, évidemment, que je ne peux que vous encourager à lire. Dans cette Nouvelle Revue Universelle, qui est, je dirais, la revue des héritiers de Jacques Bainville, je parle pour son fan club qui est ici présent, et je remercie d'ailleurs son fan club d'être là. Merci Fada. Je vous lis juste un tout petit extrait de la deuxième partie du Gai Savoir de Charles Maurras, donc par Dominique Esterel. C'est juste fabuleux. Maurras oppose la raison indignée de l'Athénien Criton au Christ hébreu qu'annonce les lettres sacrées. Un Christ hébreu viendra au monde, rachètera l'esclave et, déposant le fort du trône, placera les premiers plus bas que les derniers, pour que sa gloire soit chantée dans la ville éternelle. Reprenant les versets du Magnificat, les inscriptions divines augurent le Christ de l'anarchie qui agite et affole le second Lamennais, comme le note Maurras. Fin de citation. Autrement dit, vous l'avez compris, lire Dominique Esterel dans la Nouvelle Revue Universelle, c'est une cure d'altitude mentale. Donc je ne peux que vous encourager à le lire. Germain Philippe, vous avez 50 ans de militantisme au bas mot, c'est bien ça? Oui, je suis tombé dans la bassine à 17 ans. Je suis tombé dans la bassine à 17 ans, donc ça fait longtemps, ça fait 48 ans. Et comment vous êtes arrivé à l'Action française? Comment vous êtes tombé dans la bassine? Vous avez glissé? Eh bien, dans mon lycée, alors j'ai glissé. Dans mon lycée, l'AF est venue distribuer des tracts. C'était les années un petit peu, on va dire, les années de plomb un petit peu chaudes, juste 68-69. Alors déjà, je les avais repérés dans la rue en 68, mais j'étais jeune, j'avais 15 ans et demi. Tout Paris était, il n'y avait pas d'essence, c'était une ville morte pour ainsi dire, mais il faisait du soleil, on pouvait sortir. Et dans la ville morte, c'était presque une ambiance de guerre civile. J'ai vu passer une bagnole qui avait de l'essence, je ne sais pas comment il s'était démerdé, avec un drapeau bleu, blanc, rouge au vent qui jetait des tracts, tous aux manifestations. Et il s'avère que la rive gauche était complètement prise par le mouvement étudiant gauchiste, et sur la rive droite, c'était l'AF qui développait des manifestations. Ils avaient commencé à quelques dizaines, quelques centaines, et alors ça se passait des Champs-Élysées, ça allait jusqu'à l'Étoile, chaque jour il y avait de plus en plus de monde, et il y avait, alors on dit qu'il y avait 15 000 personnes à la fin, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc ce sont ces jeunes que j'ai vu sortir des tracts, ça m'a interpellé quelque part. Et puis à la rentrée, ils sont venus distribuer des tracts sur mon bahut, donc là j'étais un petit peu plus âgé. Et ils étaient à tout casser, il y avait du monde tout de même, ils étaient entre 15 et 20. Et moi, dans mon lycée, qui était le lycée rouge par excellence, qui était le lycée Balzac de Paris, il y avait 200 gauchistes. Et là, je me suis rendu compte qu'à 15-20, il faisait complètement trembler 200 gauchistes, qui avaient pourtant des pieds de chaise, enfin du matériel. Et là, comme j'étais gamin, moi, je me suis dit, bon, je vais aller du côté de ceux qui à 15 ans font trembler 200, hein, c'est plus sympa. Et puis voilà, et puis je les ai rejoints comme ça. Voilà, tout simplement. Vous avez été responsable de la propagande, je crois, au Oui, sein de l'Action voilà, française. oui. Alors ça, c'est dans les années, à partir du millénaire capétien. Donc là, il y a eu un renouveau important de l'Action française, comme il y en avait déjà eu plusieurs. On verra que c'est une des particularités de l'Action française, c'est son aspect générationnel. C'est-à-dire qu'on dirait que vague générationnelle après vague générationnelle, il y a toujours des moments difficiles, parce que l'Action française est très liée à l'histoire et à l'histoire politique de la France qui subit des chocs. Et donc il y a des moments de déclin, un petit peu de désespoir.
donc le militantisme tend à décliner. Et puis après, il y a toujours une nouvelle vague générationnelle qui arrive, toujours des jeunes en règle générale, qui relancent complètement le mouvement, qui vont chercher les anciens, qui les secouent, et puis le mouvement repart. Donc dans les années 90, au moment du millénaire capétien, c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans ces années-là, au moment du millénaire capétien, il y a un certain nombre de royalistes qui ont dit bon, on va parler de la monarchie, essentiellement de la monarchie, mais de toute façon, on ne sera pas vraiment écouté parce que il y a le bicentenaire de la Révolution française qui arrive dans la foulée. Et en fait, tout de même, les royalistes ont essayé de faire un petit peu de bruit. Et ça a bien marché. D'ailleurs, il y avait le ministre de la Culture de l'époque qui a dit mais je ne comprends pas, parce que moi je m'attendais à voir tout le monde venir me parler du bicentenaire de la Révolution, et je vois que partout dans la France, il y a un élan royaliste qui se lève, auquel on ne s'attendait pas. Donc ils ont été très étonnés. Et puis en fait, l'élan royaliste s'est transformé en élan maurassien derrière. Et donc il y a eu un renouveau maurassien. Les jeunes sont allés rechercher les textes, ont travaillé les textes et ont vu l'actualité des idées maurassiennes par rapport aux années 1990. C'est comme ça que ça s'est fait. Et à ce moment-là, ils sont allés chercher quelques anciens éprouvés sur le terrain. Et moi, je les ai aidés à mener un certain nombre de campagnes. Donc, on va dire qu'à cette époque-là, ça a plutôt bien marché. Alors, Voilà. je n'ai qu'une seule et dernière question Ouais. pour clôturer Pas trop, parce que vous avez vu que mes réponses sont cette longues, hein. introduction, mais j'ai des réponses à toutes vos questions. D'ailleurs, ou des questions à toutes vos réponses, comme vous préférez. Ouais. Voilà, vous choisissez sur un des deux. Est-ce que l'histoire nous a donné raison au fil de ces 120 ans? Alors, il y a- nous- à l'Action française, on a des phrases fétiches, un petit peu toutes faites. Donc, notre force, c'est d'avoir raison. Donc, effectivement, l'histoire nous donne régulièrement raison, mais sous un aspect parfois un petit peu désespérant. Même si en politique, tout désespoir est une sottise absolue, autre phrase fétiche. Euh, on a raison, mais c'est assez désagréable d'avoir raison, parce qu'on lutte contre... nous dénonçons le déclin de la France, et qui ne cesse tout de même de s'enfoncer. Donc oui, l'histoire nous donne malheureusement plutôt raison. Voilà. Vous l'aurez compris, chers amis, chers camarades, chers sympathisants, ce soir, Germain Philippe est pour le Cercle Pierre de Bré. À tout à l'heure pour la disputation. Alors, donc, chers militants, donc c'est un cercle. Donc c'est pas tout à fait une conférence, hein. Il y a plusieurs niveaux dans la formation d'Action française. Vous savez que dans l'Action française, on attache énormément d'importance à la formation, puisque c'est une école, entre autres, c'est une école intellectuelle. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau des cercles, il y a le niveau des conférences. Donc a priori ce soir, je m'apprête à vous faire un cercle. C'est moins formel, on peut plus discuter, et pour ne rien vous cacher, je ne vais pas vous faire un cercle, une conférence où je vais vous raconter des choses qui vont vous enthousiasmer, parce que ça serait un petit peu se faire plaisir sur l'histoire de l'Action française, ou alors embaumer l'Action française. Moi, mon objectif dans ce cercle, comme vous débutez, entre guillemets, en Action française, alors méfiez-vous, parce qu'on dit qu'on entre en politique et en Action française comme on entre en religion. Donc méfiez-vous, quand on y met le doigt, on a du mal après à s'en désengager. La preuve 48 ans après, hein. Néanmoins, c'est passionnant. Donc, mon objectif n'est pas de vous faire une conférence et de vous raconter quelque chose comme un cours, mais c'est d'une certaine façon plus sournois que ça. Je vais chercher à vous inculquer des bases. Alors je ne vais pas chercher à vous formater. La télévision, les actualités, les émissions s'en chargent très largement à longueur de soirée. Mais par contre, ce que je souhaite faire, et ce qu'en règle générale on fait à l'Action française, c'est apprendre aux gens
à réfléchir par eux-mêmes. Donc, bien entendu, mes 3 enfants sont passés par les camps Maxime Réal d'Elsart, et j'ai ma fille, donc, qui maintenant est mariée et mère de 4 enfants, qui se retrouve en province, je crois que c'est à Saumur, et puis là, elle fait des connaissances à la sortie de l'école avec les parents d'élèves, bien entendu. Elle va chez une autre parente d'élèves, et là, elle regarde la bibliothèque. En règle générale, lorsqu'on est passé par l'Action française, on ne peut pas s'empêcher de regarder la bibliothèque lorsqu'on débarque chez les gens. Et là, inévitablement, elle tombe sur un Maurras. Alors elle dit à la mère de ma famille, ah bon, toi aussi, tu as beaucoup souffert lorsque tu es enfant, tes parents t'ont obligé à lire Maurras. Alors la jeune fille dit, non, 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 non. Elle dit, bah, attends, regarde, t'as Maurras dans ta bibliothèque. Elle dit, mais tu sais, moi aussi, j'ai appris à penser par moi-même. Et ça, pour moi, lorsqu'elle m'a raconté ça, ça a été tout de même un réconfort, parce que je me suis dit, bah voilà, j'ai peut-être pas réussi à restaurer la monarchie, mais au moins mes 3 enfants pensent par eux-mêmes. Et aujourd'hui, dans notre société, ça me semble être fondamental. Donc moi, je vais peut-être pilonner, revenir sur les messages, quelques messages auxquels j'attache personnellement de l'importance, mais ces messages que je vais essayer de vous passer sont destinés à vous libérer de la propagande ambiante, très forte, très importante, pour tout simplement vous donner les moyens d'apprendre, de vous libérer et d'apprendre à penser par vous-même. Ça serait déjà une très bonne chose. Alors revenons à notre sujet. L'histoire de l'Action française, vous me l'avez demandé, donc 120 ans, à l'Action française. Si on veut une date, on va mettre quelques éléments clés. La réelle date de l'Action française, c'est 1998, et c'est un article de Maurras qui s'appelle « Le premier sang ». Je vous expliquerai, mais sachez que c'est vraiment 1990. Alors on peut dire que c'est 1800 par contre. Alors je peux avoir des lapsus, hein, n'hésitez pas à me régler. 1898. Alors on pense que c'est une réunion avec Pujol, Vaugeois. En fait non, c'est un article de Maurras qui s'appelle « Le premier sang » qui est lié à l'affaire Dreyfus. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Pour en revenir à cette causerie, 120 ans d'Action française, bon bah, c'est assez facile de vous raconter l'histoire. C'est long, hein, 120 ans. C'est long. C'est pas très compliqué, hein, j'ai rien préparé, donc c'est facile. Mais je me suis dit, avant de raconter l'histoire de l'Action française, je vais d'abord chercher à leur expliquer ce qu'est l'Action française. Pourquoi? Parce que l'Action française, c'est tout le monde, je ne veux pas dire que trop de militants ou trop de maurassiens ou trop de gens d'Action française ont leur Action française. Et ça, c'est un petit peu gênant. Il faut tout de même, à un moment donné, avoir une homogénéité et objectiver ce qu'est l'Action française pour pouvoir, si on veut, d'une certaine façon, être missionnaire et recruter des militants. C'est tout de même l'objectif, si on veut un jour restaurer la monarchie. Je sais que ça peut paraître incongru, ceci dit, en Europe, ça ne serait pas la première monarchie. Il y a maintenant des monarchies, on a tout de même un certain nombre. Hein. Même si elles sont parlementaires et que ce n'est pas nécessairement celle qui nous semble le plus appropriée à notre pays, à notre nation. Alors donc, je vais chercher à vous inculquer quelques messages, et donc, c'est un petit peu sournois. Deuxième sournoiserie, en plus, je vous ai fait un pense-bête. Alors, je ne sais pas, j'espère que j'en aurai ramené assez. Et grosso modo, je l'ai fait en 4 parties. Mais je ne veux pas vous voler. À cette occasion, on va venir sur les 120 ans d'Action française. Et 120 ans, grosso modo, de façon simple, on pourrait dire, on peut séparer en 2 grandes parties. L'Action française jusqu'à 45, un petit peu avant la mort de Maurras, hein, qui est en novembre 52. Donc l'Action française, je dirais que tous les historiens connaissent et qu'un certain nombre de gens ont appris un petit peu à connaître ou ont entendu parler. Et puis l'autre Action française, l'Action française des héritiers. C'est-à-dire quand on appartient
un mouvement comme l'Action française, dont le chef, entre guillemets, a une telle puissance intellectuelle, l'héritage est dur à assumer. Et donc, cette Action française-là, aujourd'hui, elle a autant d'ancienneté, sinon plus, que la première Action française. Donc, elle mérite tout votre intérêt. Donc, des livres sur l'Action française, tout de même, si vous devez en lire un facile, qui n'est pas écrit par un ami, mais quelqu'un, un universitaire qui a fait une thèse, alors c'est toujours le problème des petits que sais-je, mais vous avez tout de même, si vous le lisez en vous disant, ce n'est pas un ami qui a écrit ce petit ouvrage, il est facile à lire, l'intérêt des que sais-je, c'est très facile d'accès, donc je vous conseille, c'est pas cher, c'est pas gros, c'est lisible, pour un universitaire c'est lisible, n'hésitez pas, procurez-vous ce petit que sais-je sur l'Action française. Là, vous y trouverez majoritairement l'histoire de ce que j'ai appelé la première Action française. Alors la seconde Action française, après 1945. Là, vous avez un ouvrage qui a été écrit par Pierre Pugeot, qui était le fils de Maurice, que j'ai très bien connu, qui écrit un demi-siècle d'Action française. Donc là, effectivement, pour les 50 ans, il a écrit l'histoire de l'Action française après 1945. Ça vaut le coup aussi, c'est pas très gros, c'est chez Godefroy de Bouillon, et là, c'est très lisible. Pierre écrivait de façon très claire, très lisible. Les deux sont vraiment complémentaires. Quelqu'un qui n'est pas un ami, et là, quelqu'un qui est franchement un ami. Si vous avez envie de vous amuser et de vous intéresser aux Camelots du Roi, parce qu'on connaît l'Action française, mais on connaît aussi les Camelots du Roi, vous avez l'histoire des Camelots du Roi par Guy Stenbach, qui était le responsable du 4e groupe, de la 11e équipe du 4e groupe. Et vous avez, là aussi, très facile, dans le pire des cas, je peux la scanner et la diffuser pour ceux qui me donneraient leur adresse internet. Et là, où je la donnerai à qui de droit, mais là aussi, vous avez l'histoire des Camelots du Roi sous un jour intéressant, amusant, je dirais. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous les procurer vous-même. Mais je les garde, c'est pour vous les montrer. En revanche, je vais vous laisser un numéro du Feu Follet qui était le numéro, le journal étudiant justement dans les années 86 de mémoire ou 87 jusqu'à 92-93. Donc il est vraiment très bien fait. Et vous avez dedans un article qui s'appelle Le ressac maurassien, que je vous conseille. Il fait 1, 2, 3 pages. Facile à lire. Et là, de façon très très synthétique, vous avez l'histoire de l'Action française au travers justement des vagues générationnelles. Peut-être que je vais vous en lire le début, vous allez voir, il est très intéressant. L'histoire de l'Action française est une histoire de génération. Non pas de conflit de génération, mais de relève sans cesse assurée, d'un témoin sans cesse transmis, et d'une flamme sans cesse ravivée par une jeunesse redynamisant un mouvement chroniquement ébranlé par de terribles épreuves. La guerre de 14, la condamnation de 1926, la dissolution de 1936, l'épuration, l'Algérie, puis le difficile après 68. L'Action française s'est toujours relevée, faisant sienne la phrase de Nietzsche, « Tout ce qui n'abat pas renforce ». La preuve, vous êtes là. Donc, presque 20 ans, moi ça doit faire 90, ça fait plus de 20 ans après, vous voyez, été 89, il y a encore des générations d'Action française qui se renouvellent. Donc ça, je vous le laisserai. Je vous conseille, tout le numéro est passionnant. Il s'appelle Génération Maurras. Ça permet de comprendre pourquoi, il y a 20 ans, il y a des jeunes qui sont sortis des lycées, des facs, et qui se sont réclamés de Maurras. Ça, je vous le laisserai. Et puis, je vous ai laissé un numéro, là aussi je vous laisse, qui s'appelle Bilan d'un renouveau, parce qu'il est très militant.
et il vous montre tout ce qu'a pu faire au niveau... Une génération se lève au travers les cercles d'études, au travers des conférences, mais elle entre dans l'action. Et qu'est-ce que peut faire une génération? Vous verrez au travers de ça les différentes façons de faire d'une génération. C'est instructif. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer, ça veut dire qu'il faut s'y intéresser. Et vous verrez la richesse et l'imagination des jeunes générations. Voilà, pour en revenir à mon propos, donc, je vais essayer de vous faire comprendre de façon objective qu'est-ce que l'Action française. Alors, je vais utiliser quelques moyens mnémotechniques. Donc, je vais commencer par le chiffre 4. Et je vais essayer de vous présenter l'Action française en 4 axes. Alors, le chiffre 4, on le retrouve régulièrement dans l'Action française. L'Action française, par exemple, dans l'enquête sur la monarchie, vous vous souvenez que Maurras définit la monarchie en disant « elle est héréditaire », 1, « elle est traditionnelle », 2, « elle est décentralisée », 3, et elle est anti-parlementaire, 4. Hein, c'est le quadrilatère maurassien. On appelle ça, vous verrez l'expression revenir, le quadrilatère. Ce premier quadrilatère, c'est le quadrilatère, je dirais, positif. Mais Maurras, et on lui reproche beaucoup, surtout à notre époque, a défini un second quadrilatère qui est un quadrilatère en creux. Et cette fois-ci, c'est le quadrilatère face aux communautés, aux différentes communautés qui, à l'époque, profitent du pays légal. Le pays légal, c'est une notion sur laquelle j'espère avoir l'occasion de vous faire un cercle. Donc, il y a certaines communautés qui, au détriment des intérêts du pays réel, profitent, je dis bien profitent financièrement au niveau des places, ne nous leurrons pas. Je dirais, depuis 1789, la République est une affaire financière. Ça a largement profité à certaines catégories de la population. Et il définit en creux, et il va dénoncer, c'est la fameuse théorie des 4 États confédérés. À l'époque, on est avant la guerre de 14. Et là, il dénonce les protestants, beaucoup plus qu'ensuite les juifs, les francs-maçons. À l'époque, il y a la droite mène une lutte importante contre la franc-maçonnerie qui attaque terriblement l'Église. Et ensuite, les métèques. C'est lui qui va amener le mot, qui est d'origine grecque, qui va amener le mot dans le monde politique français. Donc, un quadrilatère positif, un quadrilatère négatif. Et il va même définir un troisième quadrilatère après la guerre de 14-18. Ce quadrilatère, c'est le quadrilatère, et alors que nous sommes l'année du centenaire de la victoire, et non pas simplement de l'arrêt de la guerre de 1918, mais de la victoire des armes françaises, des poilus, dans leur ensemble, y compris des généraux, Maurras va faire un ouvrage qu'il appellera le quadrilatère. Et il y aura plusieurs chapitres sur les généraux Joffre, 1, Gallieni, 2, Mangin, 3 et Foch. Il va en choisir 4. Ça sera son troisième ouvrage, et ce troisième ouvrage, ça sera pour prouver, il l'écrit en 1931. Et il l'écrit pour prouver que l'espérance française est militaire. Il espère quelque chose des militaires. Pourquoi? Parce que dès les années 20, avec Bainville, ils ont compris qu'il y avait un danger d'un germanisme renaissant, et il est évident que le germanisme va renaître jusqu'à la guerre de 1940. Donc ça, c'est son troisième quadrilatère. Un quadrilatère positif sur la monarchie, un quadrilatère en creux sur les communautés qui profitent
sur le pays réel, du pays réel, et troisièmement, un quadrilatère militaire. Alors aujourd'hui, moi je vous propose d'approcher la compréhension de l'action française, là aussi au travers d'un quadrilatère. C'est moi qui vous le propose parce que ça me semble être nécessaire, parce que le terme action française est polymorphe. Il peut avoir plusieurs formes ou plusieurs sens. L'action française, bien sûr, à l'origine, ça a été une revue d'intellectuels. L'action française, ça a aussi été un institut pour apprendre aux gens, un institut d'action française. L'action française, ça a aussi été une ligue, la Ligue d'action française, qui sera dissoute en 1936. Ou 37, je ne me souviens plus. 36. 36, très bien. Et puis, l'action française, c'est une école de pensée. Bien souvent, on considère, oui, bon, elle n'a pas réussi, elle n'a pas restauré la monarchie, mais c'est une école de pensée considérée d'ailleurs reconnue et considérée comme brillante, hautement intellectuelle. Vous vous souvenez, on ressort régulièrement la phrase de Proust que vous connaissez tous. Chaque matin, en lisant l'action française, j'ai une cure d'altitude mentale. Hein. Et puis, l'action française, c'est aussi une doctrine. C'est aussi une doctrine. D'où l'intérêt, pour éviter, parce que quand vous discutez avec quelqu'un, même si vous êtes d'AEB, vous discutez, puis d'un seul coup, vous engueulez. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de parler de l'action française en tant qu'école de pensée, et vous êtes en train de parler de l'école d'action française en tant que ligue. Et les gens ne se comprennent pas et vont s'enguirlander. Donc, je vous propose, dès le départ, de considérer que l'action française, on peut la voir au travers de 4 axes. On l'a dit, essentiellement, c'est une école de pensée. Donc, c'est reconnu, il y a un bouquin de François Huguenin là-dessus, qui a eu beaucoup de succès. C'est une école de pensée, et cette école de pensée, elle est basée sur 2 choses qu'il faut bien distinguer. La doctrine, Maurras, c'est le doctrinaire du nationalisme intégral, et je dirais du néo-royalisme, à partir des années 1900, donc une doctrine. L'Action française n'est pas le seul mouvement politique à avoir une doctrine. Il y a d'autres mouvements politiques. Le Parti communiste a une doctrine. Nous ne sommes pas les seuls. Donc une école de pensée avec une doctrine, mais pas seulement. Une école politique avec une méthode intellectuelle, que l'Action française, une méthode scientifique basée sur l'expérience. Donc, 1, la doctrine, 2, la méthode. Mais l'Action française, ce n'est pas seulement une école de pensée, ce n'est pas purement intellectuel, c'est aussi un mouvement politique. Et donc ce mouvement politique, comme tout à l'heure l'école d'action française, je vous l'ai décomposé en 2 parties, eh bien le mouvement politique, là aussi je vais vous le décomposer en 2 parties. Parce que là aussi, on risque de ne pas se comprendre. Donc, dans le mouvement politique, on va considérer qu'il y a des organisations. Je dis bien des organisations et non pas une organisation. L'Action française est un regroupement de plusieurs organisations. Vous entendrez régulièrement, si vous lisez l'histoire de l'Action française, vous entendrez parler des comités directeurs et non pas du comité directeur d'Action française, parce qu'il y avait des organisations d'Action française. Des organisations, c'est bien. Vous avez une école de pensée, une doctrine, vous avez une méthode. Vous avez des organisations extraordinaires. Mais les organisations, qu'est-ce que ça fait? Elles se fixent un objectif, évidemment, la restauration de la monarchie, mais pour restaurer la monarchie, il faut une stratégie. Donc, l'Action française, en tant que mouvement, c'est des organisations qui s'appuient sur des stratégies politiques. C'est le 4e volet.
En d'autres termes, si on veut synthétiser l'Action française, on dira que, puisque c'est une école de pensée, puisque c'est un mouvement politique, on dira que c'est un mouvement école. L'Action française est un mouvement école, retenez bien cette expression, qui repose sur un quadrilatère, doctrine 1, méthode 2, stratégie 3, organisation 4. Voilà, donc ça c'était le premier volet, l'importance du chiffre 4 et l'utilisation du quadrilatère, et comme il a été utilisé à 3 reprises par Maurras, je me suis permis de l'utiliser pour définir ce qu'était l'Action française. Alors maintenant, si on revient un petit peu justement dans le détail là-dessus, la doctrine, la méthode. Donc la doctrine, d'abord l'Action française ne propose pas une idéologie. Elle est même l'anti-idéologie par définition. D'autres mouvements politiques proposent des idéologies. On n'est pas maurassien comme on est marxiste. L'Action française, elle propose mieux, même, elle propose, comme je vous l'ai dit, en plus de la doctrine, une méthode. Alors la pensée de Maurras, c'est plus de 10 000 articles. Plus de 10 000 articles, largement plus. Cette pensée, elle est vivante. On ne peut pas la disséquer comme on la dit. Enfin, en tout cas, c'est très difficile de disséquer, vous imaginez 10 000 articles, la pensée de Maurras qui est vivante. C'est difficile de la disséquer comme on peut disséquer un Machiavel. Néanmoins, si on veut en avoir une bonne idée, une synthèse, on peut s'appuyer sur un livre qu'il a écrit en 1937, qui est « Mes idées politiques ». Ça permet tout de même de cerner la pensée de Maurras. Cette pensée, elle constitue aujourd'hui, le potentiel, ou en tout cas, elle constitue l'arsenal intellectuel d'un potentiel néoconservatisme à la française. On en parle beaucoup, je ne sais pas s'il va voir le jour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'un mouvement un petit peu de balancier, de retour de la gauche vers la droite, et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant à une époque, on avait la droite la plus bête du monde et personne n'aurait osé se réclamer de la droite, aujourd'hui, vous tapez dans un pommier, des gens de droite, vous en avez, c'est comme ça tombe comme les pommes. Hein. Par contre, ils n'ont pas de doctrine. L'Action française, non. Comment? Manger des pommes? Oui, le cas échéant. C'est ce qu'avait proposé Chirac, effectivement. Il voyait loin. Donc, potentiellement, elle constitue l'arsenal intellectuel du néoconservatisme. Alors, attention, je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, le néoconservatisme à la française allait se développer, je ne le sais pas, et j'ai encore moins dit qu'il se mettrait à rechercher une doctrine et que ça serait celle d'Action française. En tout cas, si jamais il se développe, il n'aboutira à rien s'il ne s'appuie pas sur une doctrine. Et ceux qui chercheront à s'appuyer sur une doctrine, inévitablement, ils se tourneront vers l'Action française parce qu'il n'y a que celle-ci de doctrine à droite en France. Alors cette doctrine, elle a renouvelé l'histoire des idées politiques en France et elle s'est imposée évidente parce qu'elle séduit. Elle séduit la pensée, la doctrine maurassienne parce qu'elle est très logique. Elle séduit par sa logique. Et le français est assez logique. Il aime bien expliquer, il aime bien la logique. Alors, après 1945, cette pensée maurassienne, elle a été prolongée par un héritier important qui est Pierre Boutan. C'est un métaphysicien. Maurras n'a pas beaucoup développé la métaphysique, la philosophie. Et Boutan l'a prolongé, en particulier sur la notion de légitimité et de monarchie chrétienne, dans un livre qui est peut-être un des rares accessibles de Boutan, parce que c'est de très haut vol, qui s'appelle « Reprendre le pouvoir ». Donc si un jour
vous voulez lire quelque chose de Pierre Boutan, que là aussi j'ai fréquenté, vous pouvez vous lancer dans Reprendre le pouvoir. Grosso modo, ça c'est la doctrine. Alors la méthode maurassienne, là aussi, autre mot clé, l'empirisme organisateur. Elle fonde la politique sur des bases scientifiques, donc l'expérimentation. Tout repose sur l'expérience. Dit comme ça, c'est tout simple. Alors, je vais me permettre de citer cette politique expérimentale, elle devient l'art étayé par l'histoire, elle s'appuie sur l'histoire, de soigner les maladies du corps social. C'est simple. C'est une méthode expérimentale qui s'appuie sur l'histoire et son objectif, c'est de soigner les maladies du corps social. Maurras a découvert l'existence d'un prodigieux gisement d'expériences qu'il suffit d'explorer, c'est l'histoire. L'histoire humaine constitue un répertoire complet, à la fois des aberrations, à la fois des échecs et à la fois des succès qu'on puisse imaginer en politique. Ce répertoire historique, il sera utilisé avec brio par un historien qui est Jacques Bainville, dont vous avez peut-être entendu parler. Et en particulier, on parle beaucoup, certes, de sa célèbre Histoire de France, mais surtout de son prophétique, et aujourd'hui cette circonstance, un livre qu'il a écrit en 1920 qui s'appelle « Les conséquences politiques de la paix » en 1920. Je crois qu'il l'a écrit en 19, mais il est paru en 20. Et là, il prévoit la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Après 1950, il y a un autre personnage qui va intervenir qui s'appelle Pierre Debré. Et lui, il va appliquer l'empirisme organisateur à la société d'aujourd'hui, à la société contemporaine. Alors bien souvent, vous entendez des gens qui disent « Ouais, c'est vrai, Maurras, ça vole très haut, il a raison, l'histoire lui a donné raison, mais c'était adapté à la société d'avant 1945. Là, depuis, il y en a des choses qui ont changé. Donc, ça appartient au passé. Pierre Debré, lui, va, pendant plusieurs décennies, appliquer l'empirisme organisateur aux grandes problématiques de la société contemporaine. Alors, ce qu'en prospective, vous savez, c'est la gestion du futur, on appelle des tendances lourdes. Il va identifier des tendances lourdes et il va utiliser l'empirisme organisateur pour analyser, essayer de prévoir ce que donneront ces tendances lourdes. Prenons quelques tendances lourdes sur lesquelles Pierre Debré a appliqué l'empirisme organisateur. Vous avez la société post-industrielle, en particulier dès les années avant 60, la révolution de ce qu'à l'époque on appelle l'automation. L'automatisation. Oui, non, c'est pas l'automatisation, je crois que ça s'appelle l'automatisation. Après, ça deviendra l'automatisation. Donc, grosso modo, la révolution industrielle. Il va l'appliquer au retour des religions, puisqu'il y a un retour des religions, alors qu'à l'époque, on imagine mal un retour des religions. Il va l'appliquer au phénomène de l'immigration. Ce sont des tendances lourdes qu'on connaît encore aujourd'hui. Toutes ces tendances lourdes n'ont pas terminé leurs conséquences aujourd'hui. Et il va l'appliquer au déclin démographique. Bon, ça sera l'occasion d'en reparler, j'espère. Et donc, Pierre Debré, après 1945, c'est lui qui va répondre à l'objection qu'il est impossible d'éluder, c'est-à-dire, les mutations historiques sont si profondes depuis 1945 que l'expérience du passé ne permet plus d'imaginer l'avenir. Lui, il va dire, bah si, et je vais vous le prouver. Et il va le prouver. Ça, c'est Pierre Debré. D'accord ?
Donc sur la doctrine, là aussi on va retrouver nos 4 éléments. Maurras, son héritier, Boutan. Sur la méthode, Bainville, son héritier, Debré, d'après-guerre. Maurras, avant-guerre, sur la doctrine, avec Boutan, après-guerre. Bainville, avant-guerre, sur la méthode. Debré, après-guerre, sur la méthode. Voilà. Donc là, je viens de vous synthétiser, je vous ai dit, souvenez-vous, dans le quadrilatère, la doctrine, la méthode. Je viens de vous présenter la doctrine, la méthode. Alors maintenant, parlons un petit peu stratégie. Parce qu'une doctrine, une méthode, ça ne suffit pas pour établir la monarchie. Donc très tôt, Maurras a doté l'action française d'une stratégie contre-révolutionnaire. Cette stratégie, elle adresse la problématique du comment faire, au travers d'une série de textes. Alors ils sont très faciles à trouver sur Internet, très courts. Vous avez par exemple l'éducation du Monk. Monk est un personnage historique anglais, vous découvrirez. Il en a un autre qui est Mademoiselle Monk. Il en a un troisième qui doit être considéré comme un livre de stratégie aussi, qui est L'avenir de l'intelligence, que l'on peut lire au travers de la grille stratégique. Et puis, celui qui est très connu de 1908, qui est le célèbre « Si le coup de force est possible », qui est très connu. Là, il y développe une particularité, c'est-à-dire qu'il développe une stratégie de conspiration à ciel ouvert. Et non pas de complot occulte. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup de complotisme, on voit des complots partout. Ce n'est pas le genre de l'action française. L'action française, elle arrive, dit non, non, vous cassez pas la tête. Hein. Oui, oui, nous, on veut comploter, hein. On conspire, mais on s'en cache pas. Nous, on s'en cache pas. On pense que pour notre pays, la monarchie est la solution. Donc oui, c'est vrai. Si on peut, on veut restaurer la monarchie. C'est une conspiration à ciel ouvert. Nous sommes réellement d'opposition. Voilà. Pas de complot occulte. Cette conspiration à ciel ouvert, c'est pas simplement un principe. Une stratégie, ça a un intérêt que si on l'applique dans les faits, dans la réalité, dans la vraie vie. Et l'action française, elle va chercher à l'appliquer. Alors on va être clair, si elle avait réussi, ça se saurait. Elle va l'appliquer au travers de lignes politiques. Il faut avoir des lignes politiques. On peut avoir le même mouvement, on peut avoir plusieurs lignes politiques. Si vous lisez l'histoire du Parti communiste, vous verrez que le Parti communiste peut avoir des lignes politiques. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il cherche sa ligne politique. Un coup, il dit, ma ligne politique, c'est les progressistes contre les conservateurs. 6 mois après, il arrive, il dit, ah non, au fait, on efface le tableau, je recommence. On rembobine le film. Ma ligne politique, c'est les patriotes contre les nationalistes. J'ai envie de dire, n'y attachons pas trop d'importance. Attendons sa prochaine ligne politique. Hein, c'est, au lieu d'exécuter l'ordre, attendons le contre-ordre. Et en même temps, c'est amusant. On peut trouver ça amusant. Je veux dire que moi, j'ai épuisé là-dessus mon quota de capacité de sourire. Alors, l'action française va déployer plusieurs lignes politiques. Avant la guerre de 1914, la ligne politique de l'action française, aussi étonnant que ça puisse paraître, sera une ligne politique ouvriériste. Ce n'est pas là nécessairement où on attendait les royalistes. Et pourtant, ça sera le cas, ça sera une ligne politique ouvriériste. Pendant la guerre de 14, changement complet. On va appliquer la ligne politique dite du compromis nationaliste. C'est-à-dire qu'on soutient le gouvernement en place face à l'ennemi. Nouvelle ligne politique.
ça fait des dégâts. Ne croyez pas que tous les royalistes et tous les nationalistes d'Action française étaient d'accord avec cette ligne politique. Un certain nombre d'entre eux se disaient « profitons de la guerre pour briser la République ». C'est d'ailleurs ce type de stratégie qu'emploieront les bolcheviks dans l'empire du tsar pour écrouler l'empire. Ils profiteront de la guerre. Ce n'est pas la position de l'Action française. L'Action française développera une ligne politique de compromis nationaliste. Elle sera reconnue largement, ça apportera beaucoup à l'Action française, puisque après l'Action française, vraiment, tout le monde reconnaîtra que son comportement a été exemplaire et il y aura une grande notoriété de Maurras et de l'Action française. Après 1918, la ligne politique qui sera appliquée sera une ligne politique conservatrice. Il faut dire que justement le bolchevisme avait pris le pouvoir en Union soviétique, il avait pris le pouvoir également momentanément en Allemagne, donc ligne conservatrice. Ces différents, alors je ne vais pas tous les citer, toutes les lignes politiques, mais ces différentes lignes politiques, elles vont être déployées sur des tactiques. Excusez-moi, je dois partir sur Marseille, je suis désolé. Très bien. Merci. Je suis désolé. Je suis désolé pour Je suis désolé. Merci. Ces différentes lignes politiques, elles vont être déployées au travers des tactiques, et des tactiques variées. Je vous donne des exemples. Entre 1908 et 1912, donc pendant la ligne politique ouvriériste, la tactique, elle est provocatrice. Provocation, provocation, provocation. En 1917, elle est dénonciatrice. Le compromis nationaliste, on dénonce les espions. Et on va en dénoncer beaucoup. Et à juste titre, contrairement à ce qu'on dit. Pendant la ligne politique conservatrice, après la guerre, ça va être une tactique électorale. Il va y avoir des élus d'Action française au Parlement. Il y aura un groupe de droite, dont Léon Daudet sera l'un des plus connus. On aura aussi des tactiques géopolitiques auprès du général Mangin, parce que pour ne rien vous cacher, Maurras espérait que le général Mangin restaure la monarchie en partant des troupes qui étaient cantonnées en Allemagne. On occupait la Rhénanie et la Sarre à l'époque. La tactique, elle a été émeutière en 1934. C'est pas l'Action française, en fait, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qui un jour a décidé, tiens, on va faire une émeute. Du moins, elle l'a presque décidé parce que c'est le prince qui lui a demandé. Le prince lui a dit maintenant, le moment est venu, il faut faire une émeute. Et l'Action française l'a faite, mais elle ne l'a pas décidé. Et puis ensuite, une tactique de soutien critique au maréchal Pétain pendant la guerre, qu'elle va payer très cher et que l'Action française aujourd'hui continue de payer très cher. Ça, c'est toujours avant 1945. Souvenez-vous, j'ai décomposé l'histoire en deux grandes parties. Alors, après 1945, la réflexion stratégique, elle va être réactivée par Pierre Debré. C'est Pierre Debré qui va réactiver la réflexion stratégique à l'occasion de la guerre d'Algérie. Il l'enrichira de l'étude des groupes sociopolitiques, mais aussi de sa connaissance des pratiques communistes. Parce que Pierre Debré a commencé sa carrière politique comme compagnon de route du Parti communiste. Ça aussi, si j'ai l'occasion de vous en parler, nous pourrons en reparler. Et il a fait en 1962 une brochure qui, symboliquement, il a titré « Que faire ?» Alors, que faire pour la petite histoire, ceux qui ne le savent pas, c'est le titre de l'ouvrage stratégique de Lénine. Lénine avait écrit une brochure qui s'appelait « Que faire ?» Mais, alors ça marque une étape de la réflexion stratégique, mais pourtant l'Action française, le mouvement, ne va pas déployer la stratégie de Pierre Debré. Il va la penser, la réfléchir, il va la faire progresser, mais elle ne sera pas déployée. Après lui,
C'est le sociologue Michel Michel qui a poursuivi le travail de Debré en réactualisant le clivage maurassien pays légal, pays réel. Là aussi, une brochure très intéressante qui est disponible, qu'on peut trouver sur Internet assez facilement. Et il place ce clivage au cœur d'une nouvelle stratégie royaliste qu'il a formalisée dans une étude qui s'appelle Cohérence. Ensuite, il va faire un scénario très novateur en expliquant qu'on pourrait retourner, je ne sais pas si vous avez lu les ouvrages de Volkov, il y en a un qui s'appelle Le Retournement. Le montage. Le montage, le retournement, et on retourne quelqu'un, c'est très russe, ça. Et Michel Michel va dire on peut retourner les technocrates qui nous gouvernent. Macron est un technocrate. Ceux qui gouvernent la France maintenant, ce ne sont plus les politiques, ce sont les technocrates et principalement les inspecteurs des finances. Et l'idée de Michel Michel, c'est de dire, si jamais un de ces hauts technocrates, il a eu l'occasion d'être approché par des militants qui lui ont fait connaître nos idées, peut-être que face au déclin de la France, il y a un de ces hauts fonctionnaires qui prendra conscience qu'il faut réagir. C'est sa thèse, alors que, faut être clair, Maurras misait beaucoup plus, même s'il disait qu'il espérait un civil, il misait beaucoup plus sur les militaires, sur un militaire. Là, l'idée est carrément, on va plus loin, on dit, ça sera un haut technocrate. On va essayer de travailler, et donc de faire de l'entrisme dans la technocratie. Cette stratégie, elle va être, l'Action française va se l'approprier au travers Pierre Pugeot dans les années 1990. Donc vous voyez des stratégies avant-guerre, des stratégies après-guerre, des stratégies qui s'appuient sur des lignes politiques qui changent et des lignes politiques qui sont déployées au travers des tactiques différentes. Je vous passe des mots-clés. Stratégie, ligne politique, tactique. L'Action française, ce n'est pas la pure histoire des idées, ce n'est pas que conceptuel. Souvenez-vous, j'ai dit la stratégie. Bon, c'est bien. On a une doctrine, on a une méthode, on a une stratégie, mais pour déployer la stratégie, il faut des organisations. Et on revient à notre quatrième élément. Alors, les organisations. Alors, il y a aussi un maurassien très important qui est un historien qui est mort, qui est un historien des mentalités très brillant, qui s'appelait Philippe Ariès. Là aussi, quand vous aurez bien progressé, vous pourrez lire Philippe Ariès, certains de ses ouvrages, en particulier ses mémoires, très intéressantes. Et Philippe Ariès, connaissant bien l'Action française, a cherché à la définir d'un point de vue humain. C'était un historien des mentalités. Il a dit en fait, dans l'Action française, ça regroupe 3 types de personnes, hommes ou femmes, 3 types de personnes. D'abord, il y a le groupe, l'élément traditionnel. Ce sont les gens qui refusent le cours accéléré de la civilisation. À la limite, aujourd'hui, ceux qui refusent le cours accéléré de la civilisation, c'est par exemple les écologistes, mais les tradis aussi. Beaucoup de cathos tradis s'inscrivent dans cet univers de l'élément traditionnel. Ils refusent, entre guillemets, le progrès. Et grosso modo, ils espèrent un retour à une forme d'âge d'or qui est la société d'Ancien Régime, qui était une société équilibrée, une société de solidarité, une société de fête, une société de joie. Mythifié, ne nous trompons pas, parce que sinon ça serait trop facile. Mais néanmoins, quand vous lisez les livres d'historiens, c'est ça. Donc ils se disent, les bagnoles, la vitesse, le stress, le burn-out, ça, c'est l'élément traditionnel. On en trouve une part importante. Et puis, cet élément traditionnel humain coexiste avec un second élément qui est l'élément scientifique. Là, ce sont les gens qui disent la Bainville, comment il a fait pour prévoir
pour prévoir l'histoire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on ne sait pas où on va. Là, c'est un train lancé à grande vitesse, et il faut essayer de prévoir l'avenir, et qui pourrait nous aider là-dessus? Au lieu de faire du bricolage, un coup en même temps, un coup à droite, un coup à gauche, un coup en même temps, c'est du bricolage idéologique, n'importe quoi. Il faudrait faire de la politique, mais sérieusement, scientifiquement. C'est l'élément scientifique. Et ceux-là, évidemment, vous l'avez compris, ils vont être sensibles à la méthode maurassienne, à l'empirisme organisateur. Et puis, il y a un troisième élément humain. Il y en a marre, on va bloquer les routes, on va mettre des gilets jaunes, ça suffit. Le mariage des homosexuels, ras le cul, on va manifester. On va y beaucoup de PD dans les milieux. On va manifester par rapport, on va manifester. Bon, ça, c'est l'élément qui dit il faut de l'autorité, il faut remettre les choses en place. Et c'est bien souvent l'élément actif qu'on trouve dans les camelots du roi, bien entendu. Hein. C'est eux qui vont sur le terrain. Bien souvent, on peut dire, on l'a qualifié par abus, on l'a qualifié de fasciste. C'est facile. Mais c'est également, on peut le qualifier de gaulliste. Le gaullisme d'origine, ça ressemble beaucoup à ça. Ça a la même origine, le côté autoritaire. Donc, vous voyez, se composer de trois sensibilités. Il n'y en a pas une quatrième alors? Alors, il y en a une quatrième qui est proposée par Pierre Boutan, mais qui a été faiblement représentée, qui est la composante métaphysique. C'est effectivement la thèse de Pierre Boutan. En tout cas, pour Philippe Ariès, il y a ces trois composantes. Donc, ces trois composantes humaines, si on veut déployer une stratégie contre-révolutionnaire, eh bien, il faut les organiser. Il faut les organiser et leur donner une ligne politique. Alors, ces organisations, qu'est-ce que ça a été? C'est d'abord les organisations qu'on pourrait qualifier du mouvement de surface. CRAF, Restauration nationale, Ligue d'action française, ça c'est le mouvement de surface. On adhère, on cotise, on va aux réunions, on lit le journal, il y a des conférences. Voilà. La première, elle a été créée en 1899, première organisation, autour de la revue. Donc là, c'est un groupe autour de la revue d'Action française. Et puis ensuite, il y a la Ligue qui a été créée par Henri Vaugeois. Puis ensuite, il y a eu les étudiants collégiens et lycéens d'Action française qui ont été créés par Lucien Moreau. Ensuite, il y a l'Institut d'Action française qui a été créé par Louis Dimier. Ensuite, bien entendu, il y a eu les Camelots du Roi qui ont été créés par Maxime Réal-Delsarte. Et puis, même le journal, on peut considérer que c'est une organisation. Il y a des journalistes, une problématique, des objectifs différents. Le journal a été créé par Léon Daudet. Et la Revue universelle, qui est là, a été créée par Jacques Bainville. Donc vous voyez qu'il y a différentes organisations de nature différente. C'est sûr que l'organisation des jeunes filles royalistes, c'est pas la même nature que les Camelots du Roi. Les objectifs sont différents. Les fondateurs et les responsables sont différents. Et ces organisations ont des comités directeurs qui sont coordonnés si les comités directeurs se réunissent. Donc vous voyez la puissance de réflexion de l'Action française, la réflexion organisationnelle. C'est pas comme... Hein, c'est important. Hein. Donc les organisations sont spécialisées et basées sur la responsabilisation des cadres. Les cadres sont très responsabilisés. Et tous rendent des comptes au comité directeur. Alors ensuite, ça, ce sont les organisations de surface. Ça s'affiche. Ensuite, il y a des organisations proches, mais non directement dépendantes de l'Action française. Elles adressent des secteurs sociaux en particulier. Alors par exemple, c'est le fameux Cercle Proudhon. Le Cercle Proudhon qui s'adressait aux anarcho-syndicalistes et aux ouvriers. Lui, il était fondé par Henri Lagrange. Mais il y a eu également le cercle Fustel de Coulanges pour les enseignants. Il y avait une organisation spécialisée pour les enseignants très puissante.
avant-guerre et même après la guerre de 1945. Le cercle Fustel de Coulanges, qui avait été créé par Henri Bogner. Ensuite, il y avait une revue, la revue Critique des idées et des livres, très brillante, qui avait été créée par Jean Rivin pour les littéraires. En fait, ces organisations, qui ne sont pas des organisations de surface, qui sont très proches, c'est ni plus ni moins ce que le Parti communiste appelle des courroies de transmission. C'est-à-dire, comme des tentacules, ça va étendre la capacité du mouvement au-delà du mouvement de surface. C'est sûr que c'est plus facile de venir à une conférence non officiellement affichée à Action française, par exemple une conférence historique. Et leur objectif, c'est de diffuser indirectement la même ligne politique du mouvement de surface au sein de groupes sociaux ciblés. Les catholiques, par exemple. Ce sont des pièces, ces courroies de liaison sont des pièces majeures dans ce qu'on appelle la phase 2 de la stratégie contre-révolutionnaire. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Voilà à peu près ce qu'est l'Action française en 4 parties. La doctrine, la méthode, la stratégie, les organisations. Et souvenez-vous le mot-clé, je vous ai dit, donc si on veut, si vous entendez des gens vous dire l'Action française, c'est une école de pensée ou c'est un mouvement, vous dites c'est un mouvement école. Un mouvement école qui repose sur le quadrilatère, doctrine, méthode, stratégie, organisation. Donc vous voyez que je ne vous ai pas raconté toute l'histoire d'Action française que je peux vous faire, qui est un véritable plaisir, mais j'ai plutôt préféré à vous présenter des grands concepts pour qu'avant on raconte l'histoire, vous compreniez le quoi de l'Action française. Voilà, je vous propose peut-être d'en rester là, et puis si vous le souhaitez, on peut passer aux questions. Je vous ai fait un petit pense-bête. Oui, bah merci. Bravo. Voilà. Et